Bonjour tout le monde, chers maîtres, chers amis. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle technologie de la prise en charge du glaucome, l'UCP ultrasound cycloplastie. Je n'ai aucun intérêt financier. La définition, donc c'est une machine qui permet de traiter le glaucome, l'hypertonie oculaire, euh, en appliquant des ultrasons au niveau du corps ciliaire par voie transsclérale. On connaît déjà une technique qui a le même principe, mais utilisant du laser diode. C'est le cyclodiode, subcyclodiode, traitement laser pulsé diode, donc thermocyclothérapie. Tout ça, c'est cyclodiode. Les ultrasons, l'UCP utilise, donc le but est le même, mais elle utilise comme moyen les ultrasons. L'UCP serait plus précise et moins traumatisante au corps ciliaire par rapport aux infrarouges. Et l'infrarouge est absorbé par la conjonctive, surtout s'il y a trop de sang, et même par la sclère et par le son vitré. On voit ici une vidéo qui montre l'action des ultrasons bien ciblés au niveau du corps ciliaire. Et c'est une technique assez récente, décrite en 2010 par Aptel. Et il faut dire que c'est une technique qui est complètement automatisée. On dépend de la machine. Donc on appuie sur la pédale et c'est la machine qui va délivrer des ultrasons de manière très très ciblée au niveau du corps ciliaire pour induire une apoptose de son épithélium. On voit ici en image post-mortem que les images en microscopie électronique, que le corps ciliaire disparaît complètement. Et qu'il y aurait peut-être chez certains patients un passage de l'humeur aqueuse par la voie uvéosclérale, comme on le voit ici. Donc l'appareil, il est simple, il est à côté de vous. Ici, il est petit, il est transportable. Donc c'est un appareil qui permet de délivrer les ultrasons de manière complètement automatisée. La sonde, c'est un anneau de 30 mm avec 6 pièces piézoélectriques qui délivrent des ultrasons d'environ 21 MHz au niveau sur le corps ciliaire pour voie transconjonctivale, transsclérale. On traite soit 6 arcs de surface sur 360 degrés, soit 8 arcs de surface sur 360 degrés. Toujours comme le laser diode, on évite le méridien horizontal de 6 heures et 3 heures parce que là passe les nerfs ciliaires longs qui innervent la cornée. Et il y a 3 qualités de sonde en fonction de la biométrie du patient. Okay. Comment on peut déterminer les sondes à utiliser? On les détermine en fonction de la longueur axiale du globe oculaire et du diamètre blanc à blanc de la cornée du patient. Donc les contre-indications, c'est les yeux non-ophtalmes et les mégalocornées. On ne peut pas opérer ces patients avec cette technique. La procédure, donc j'ai une vidéo de 12 minutes que j'ai compactée en 4 minutes. Okay. Donc c'est le premier patient qu'on a opéré. On a eu la machine en début de ce mois, donc on n'a pas un très grand recul. Oui. Donc on choisit l'œil à opérer. Est-ce qu'on va traiter 6 cadrans ou 8 cadrans en fonction du tonus oculaire? Il faut une bonne anesthésie. Comme toutes les techniques de cyclodestruction, entre parenthèses, ça fait très mal, donc il faut une bonne périvulvaire. Donc les 2 sondes sont jetables, la sonde et la tuyauterie. Donc on ne peut utiliser qu'une seule fois. D'abord, on vérifie le système de vide. Donc c'est une tubulure qu'on applique sur ce cône. Et la sonde qui est reconnue par la machine, et je vous dis qu'on ne peut pas utiliser, je l'ai essayé, une fois utilisée, si on veut la réutiliser, l'appareil ne la détectait plus. Donc on vérifie que l'aspiration est bonne parce qu'il y a un anneau de succion qui va permettre de travailler en milieu aqueux. C'est-à-dire que quand on n'a pas besoin du blépharospasme, donc c'est le premier patient. Donc c'est très intuitif et c'est facile à réaliser, ça a pris 12 minutes.
En accélérant, c'est 2 minutes, c'est 2 minutes 50. Donc, on place la notation, on vérifie qu'il est bien placé, bien centré au niveau du globe oculaire. On rajoute du sérum. Les ultrasons, la sonde n'est pas en contact avec le globe oculaire, il y a toujours un film d'eau qui permettent que les ultrasons traversent le film d'eau pour arriver au niveau de la conjonctive, la sclère. Et je vous dis, au niveau de la conjonctive, la sclère, c'est un simple passage. Toute l'énergie est délivrée au niveau du corps ciliaire. Donc, le traitement, pour cette patiente, on a choisi 6 cadrans parce que son tonus est inférieur à 30 mm de mercure. Chaque cadran, c'est 6 secondes et il y a un délai de 20 secondes entre chaque action qui permet, en cas où on veut interrompre la procédure et la reprendre juste après, et il faut arrêter, si on veut arrêter, durant les phases de 20 secondes de repos de la machine. Donc, les 6 secondes, chaque cadran, c'est 6 secondes et la procédure est finie. Donc, le traitement post-opératoire, corticothérapie, c'est une technique qui casse la barrière hémato-oculaire parce qu'il détruit le corps ciliaire et c'est tout. Donc, notre courte expérience, 3 semaines, 4 patients. On a vu juste en régie un post-opératoire, je ne vais pas présenter, donc je vais présenter rapidement les 3 autres patients. Une femme de 54 ans, monophtalme par complication du diabète avec un glaucome néovasculaire. Voici son historique. Septembre 2020, tonus à 41, sous traitement max, acuité de 3/10, sans bon oeil. On fait sclérectomie profonde avec une injection d'anti-VEGF. Le 13 avril, on reprend la sclérectomie profonde vers une trabéculectomie avec de la mitomycine. Un mois après, on fait un needling avec de la mitomycine. Une subcyclorlaserdhiade le mois de mai. Une IVT au mois de juin. Une thermocyclose, c'est-à-dire le laser diode, mais avec une intensité plus forte, la moitié sur 180 degrés. Un mois après, on complète sur 360 degrés, d'autres injections intravitréennes, une phaco le mois de février 2020, et le 6 mars, tonus, à chaque fois le tonus reprenait, donc on était obligé de la reprendre. Donc c'est un glaucome réfractaire, c'est un glaucome néovasculaire. L'angle est fermé. On fait l'UCP le 8 mars, la journée de la femme. Le 9 mars, le tonus est à 46. Donc, le résultat n'est obtenu qu'à partir de la première semaine. Donc, les premiers jours, on demande au patient de garder son traitement, on ne change rien du tout. Et ce n'est pour cette patiente qu'au bout de 12 jours que son tonus est passé à 10. Donc, durant tout son suivi, on n'a jamais eu un 10. Et avec cette patiente, on a eu un 10. Tout en continuant 5 collyres, prostaglandine, bêta-bloquant, inhibiteur de l'hydrase carbonique, inhibiteur de la rokinase et un alpha-bloquant. Donc peut-être par la suite, si elle passe en hypotonie, on va réduire petit à petit son traitement. Son acuité visuelle est à 2/10. Deuxième patient, une autre femme de 54 ans. Cette femme a fait une complication du SLT. Donc elle a fait une hypertonie post-SLT, 35 mm de mercure, sous trithérapie. Voici ces images du fond d'œil l'année passée, et on lui propose d'opérer rapidement. Son angle est ouvert, et malheureusement perdu de vue, revient 10 mois après et à l'excave. Elle est sous traitement max mais pris de manière anarchique. Regardez sa papille gauche, comment elle passe en 10 mois, à gauche, à droite, comment elle l'excave en vertical. Donc on parvient à l'opérer, elle accepte, elle la présente en plus une cataracte, on fait une combinée des 2 yeux, à quelques jours d'intervalle. Le tonus est bon, mais un mois après une hypertonie à droite, on fait un needling avec la mitomycine. Ça rentre dans l'ordre, mais on reprend le traitement médical. Une pupilloplastie parce qu'elle était en midriase. Le mois de février, elle était bonne, mais au mois de mars, elle reprend à droite. On fait une ICP 6 secteurs. Et donc le lendemain, rien de changé, mais au bout de 11 jours, la tension chute à 13, avec le traitement qu'on garde pour le moment. Troisième patient, c'est un glaucome siliconique. Et ce patient a fait un 59 mm de mercure. Vous savez qu'avec un hyperpion, vous voyez ici, il a une cataracte secondaire. Donc, on enlève le silicone et on fait une ICP. Et pour ce patient, précisément, il a chuté à J1 post-op. Le quatrième patient, on n'a pas assez de recul. Donc, pour la littérature, c'est une technique relativement récente, décrite en 2010. Et pour cette étude sur 78 yeux et un suivi d'1 an, on voit qu'il y a une baisse de l'acuité visuelle
le premier jour, chose qu'on n'a pas retrouvée nous. Et ensuite, il y a une remontée avec, au bout d'un an, une amélioration de l'ordre de 30%. Et les meilleurs répondeurs sont les glaucomes primitifs à angle ouvert, les glaucomes primitifs à angle fermé, les autres types de glaucomes et la pseudo-expérience capsulaire. Les échecs à l'ordre de 50% sont retrouvés dans les glaucomes néovasculaires et les glaucomes uveitiques. Autre étude sur 15 yeux, 2 ans, et on voit ici que c'est l'étude la plus longue dans la littérature actuellement, et on voit que le tonus oculaire, il passe de 25 à 18 en 2 ans, et que ce résultat est stable. Une autre étude qui montre la relation entre... Parce qu'à chaque fois qu'on touche le corps ciliaire, on induit une uvéite, et peut-être l'uvéite, c'est elle qui est responsable de la baisse du tonus oculaire. Et cette étude montre que pas du tout. Le tonus continue à baisser malgré que l'inflammation mesurée par le laser flame emitter diminue. Donc il y a une action directe sur le corps ciliaire, une destruction du corps ciliaire. Le terme destruction n'est pas très utilisé dans cette technique précisément, parce qu'anatomiquement et microscopiquement, il s'agit plutôt d'un remodelage du corps ciliaire. Ici, notre étude sur 3 mois qui montre que sur 40 yeux, la présence oculaire passe de 32 à 23 et qu'on a pu retraiter, donc sur les 20 qui étaient des mal répondeurs parce qu'ils étaient des glaucomes soit uvéitiques, soit des glaucomes néovasculaires, c'est qu'on peut retraiter et même quand on retraite, on a une amélioration de l'ordre de 25%. Donc, grâce à cette nouvelle technique qui est disponible actuellement, on peut enrichir nos moyens de lutte contre cette maladie glaucomateux, que ce dicton qui dit que dans la maladie glaucomateux, c'est le médecin qui enterre le patient ou le patient enterre le médecin. Soit avec cette technique, avec les autres techniques associées, on pourra guérir, entre parenthèses, la maladie glaucomateuse. Merci et je vous invite la semaine prochaine à 18 h, cours intéressant sur la sclérotique profonde par André Mermoux, et je vous remercie. Si vous avez des questions. En fait, quand M. Rilas m'a demandé de faire cette présentation, le premier jour, pour une semaine, je ne vais pas présenter. Je n'ai pas de bons résultats. Tous les malades, ils sont restés à 40. Mais cette semaine, c'est vrai que la première semaine, on ne voit aucun changement. Le tonus est le même. Pas de hyalite, mais oui. Est-ce qu'il n'y a pas un retentissement sur l'acuité visuelle avec ces techniques? Et à combien d'acuité visuelle vous autorisez l'indication? Donc, pour les 4 patients que j'ai présentés, c'était des glaucomes réfractaires, les 4. Et la meilleure acuité visuelle, c'était la dame avec un GMD de 3/10. Mais en fait, dans la littérature, et même dans les recommandations par exemple, au comité de santé en France, peut-être vous avez reçu les recommandations du mois de janvier 2022 pour la prise en charge du glaucome. Pour le moment, toutes les techniques de cycloaffaiblissement, on les laisse théoriquement pour les glaucomes réfractaires, et quelle que soit l'acuité visuelle. Et dans la littérature, certains commencent à utiliser cette technique même pour des malades naïfs, jamais opérés, et avec des acuités visuelles de 10 sur 10. Merci.